Hello, everyone. Good day. Welcome Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire co-présenté par l'Observatoire global de Opréal. Ce webinaire fait partie d'une série d'événements qui s'appelle Opréal Global in Focus. C'est une plateforme type parapluie pour différentes initiatives, projets et dialogues qui font partie des organisations de Opréal avec des partenaires et d'autres membres partout dans le monde. Nous sommes ravis de nous focaliser sur le Caraïbe et aussi sur un sujet qui est extrêmement pertinent pour toutes les régions dans le monde. C'est le sujet de programmes académiques conjoints et leur pertinence pour l'intégration régionale. On va regarder ce sujet de la perspective des Caraïbes comme région, mais aussi de la part d'autres régions, par exemple l'Amérique du Sud, y compris l'Europe, l'UE. Le webinaire d'aujourd'hui est en train d'être transmis. Nous avons un service d'interprétation disponible en 3 langues, anglais, français, espagnol. Ce sont 3 des 4 langues qui sont les langues officielles de travail pour les universités des Caraïbes, parce que nous savons que les îles et les pays des Caraïbes sont très divers. Les panélistes vont parler en différentes langues, donc il faut que vous activiez votre fonction d'interprétation sur votre écran Zoom. Également, je voudrais vous rappeler que c'est important que vous participiez à cet événement à travers l'icône de Q&A. Donc, il faut que vous postiez vos questions, vos commentaires sur le Q&A, l'icône de Q&A, des questions-réponses. Pendant différents moments du webinaire, nous allons répondre à ces questions et nous allons présenter les questions aux panélistes d'aujourd'hui. Maintenant, je voudrais présenter le secrétaire général de l'Université des Caraïbes, Myriam, qui va partager avec nous quelques mots d'ouverture. Elle va raconter un peu sur les Universities Caribbean et puis je vais donner la parole au panel et à la présidente, au facilitateur de la réunion. Merci. Myriam, merci à Opréal Global et aux membres et aussi à Universities Caribbean. Comme secrétaire général de Universities Caribbean, c'est un plaisir et c'est un honneur pour moi d'être la présidente de la branche des Caraïbes, des Opréal. Notre organisation a plus de 30 membres à travers la région des Caraïbes. C'est un plaisir pour moi de voir qu'aujourd'hui, nous offrons un atelier avec, depuis la perspective des Caraïbes. C'est pour cela que je voudrais souhaiter la bienvenue aux membres du public. Universities Caribbean essaie d'offrir des ateliers, des renforcement de capacités partout dans la région et de développer différents aspects qui sont des thématiques communes à travers la région. C'est-à-dire que c'est le premier webinaire d'une série d'ateliers de renforcement des capacités. Nous vous invitons à ces ateliers. Nous nous focalisons sur la gouvernance universitaire et au nom de l'exécutif de Universities Caribbean et son président, je voudrais insister sur le besoin de considérer les Caraïbes comme une géographie plus élargie puisque nous avons des membres du continent de l'Amérique comme par exemple la Colombie et d'autres membres de l'Amérique latine. C'est-à-dire que notre perspective, c'est de nous focaliser sur le développement régional dans un sens plus large. C'est pour cela que je voudrais souhaiter la bienvenue à nos collègues. Merci d'avoir accepté de participer à cette opportunité pour discuter les programmes pour le développement régional et je espère la discussion. Merci. Merci, Myriam.
C'est le premier événement conjoint que l'on prépare ensemble au Boréal Global et Université Caraïbe. Université Caraïbe est le fer de lance dans un chapitre de la branche que l'association de Boréal Global a créée dans la région caribéenne. On va travailler avec d'autres branches régionales établies partout dans le monde, en Inde, en Europe, en Amérique latine, en Afrique. Nous espérons que cet événement d'aujourd'hui sera tout simplement le tout premier de plusieurs événements dans l'avenir. Je voudrais présenter notre présidente Patricia Martinez. Elle appartient à l'Université Simon Bolivar en Colombie. Elle est professeure de l'Université Simon Bolivar. Elle a une longue histoire de leadership dans le monde de l'éducation supérieure en Colombie, à un niveau académique et aussi à un niveau gouvernemental. Elle est la responsable aujourd'hui du programme CRECES, c'est le programme de développement régional qui est géré par l'Association d'universités en Colombie. Elle est membre de l'Observatoire global. Patricia va nous guider à travers ce panel d'aujourd'hui. Je devrais dire que la Colombie fait partie des Caraïbes aussi. Et c'est pour cela que l'institution de Patricia est membre des universités Caraïbes. Donc, on va écouter sur les Caraïbes, non seulement de la perspective d'États insulaires, mais aussi des nations voisines qui font partie aussi de cette région du monde. Patricia, vous avez la parole. Merci. Bonjour, merci, Madame la directrice. Je voudrais vous saluer depuis Cartagena de Indias. Je voudrais saluer les leaders des différentes universités, les universités des Caraïbes, les collègues, les amis qui nous ont rejoints à travers Internet. Merci aux panélistes. Je voudrais vous remercier de l'invitation et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin comme facilitatrice du panel sur programme conjoint pour l'intégration régionale. Nous reconnaissons que les universités des Caraïbes sont un moyen excellent pour matérialiser le rêve collectif d'un seul Caraïbe, une région des connaissances connectées au monde entier, une région des connaissances qui est capable de construire un futur d'opportunités pour tous, qui est capable de faire face aux problèmes sociaux, économiques, politiques, sanitaires et environnementaux. Et ainsi atteindre des transformations profondes dans le territoire pour le développement durable soutenu. Un rêve partagé par toutes les institutions d'éducation supérieure et centres de recherche de la région. Nous croyons que c'est un rêve qui peut devenir une réalité si on se focalise sur l'éducation et surtout sur l'intégration d'un large espace de connaissances dans les Caraïbes. C'est comme ça que, suivant cette ligne, depuis 2018, on a mené des changements fondamentaux dans la vision des universités des Caraïbes. Nous avons réformé les statuts de l'organisation pour inclure les universités et les centres de recherche du Caraïbe continental. Nous avons encouragé une plus large articulation avec des réseaux et des associations internationaux, comme par exemple Obréal Global, l'Association d'universités de France, l'Association internationale d'universités, la Douale, SCUN, ACIESCA, SUCA, la Fondation UE Amérique latine et j'en passe. En outre, nous avons promu des modèles collectifs de travail en matière de sujets identifiés comme des sujets prioritaires dans la région et qui sont devenus des piliers de notre plan stratégique de Université Caraïbe dans le cadre de l'inclusion, du respect pour la diversité culturelle et idiomatique ou des langues.
Ces piliers sont les suivants: la transformation digitale et l'économie des Caraïbes, le changement climatique et la justice environnementale, la santé publique et les maladies chroniques, le tourisme, l'économie bleue et le développement durable, le transport et les logistiques, et finalement la race, le genre, la justice sociale et les réalités caribéennes. Par ces changements dans des aspects stratégiques de l'organisation d'universités Caraïbes, leur organisation territoriale et la planification, le planning stratégique, nous avons des projets spécifiques comme moyen pour l'intégration et la collaboration entre des universités. Parmi eux, par exemple, nous avons l'initiative d'un programme conjoint de master en civilisation caraïbe durable. Et voilà une des motivations les plus importantes pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous reconnaissons que les universités sont appelées à construire des partenariats à partir d'un nouveau concept de collaboration pour offrir programmes d'études conjoints euh, et qu'ils peuvent intégrer dans leur programme d'études leurs points forts et les cultures de chacun des pays, au-delà d'offrir une simple articulation de matière des programmes existants. C'est une stratégie encouragée par le programme Erasmus, que tout le monde connaît, où l'on donne un soutien pour les programmes de master qui font partie des consortiums, mais pour faire en sorte que les institutions peuvent intégrer d'autres programmes. Donc, les programmes Erasmus sont très prestigieux à niveau international et ils sont très novateurs. Dans la région, traditionnellement, on a tout simplement mis en place des accords pour offrir des diplômes double ou triple qui ont différents bénéfices pour les universités et aussi pour les étudiants, bien sûr. Et ils ouvrent la porte à un autre type de collaboration et d'échange qui vont au-delà de la mobilité des élèves. Pourtant, dans les Grands Caraïbes et dans l'Amérique latine, nous n'avons pas réussi à explorer des vrais programmes des diplômes conjoints dû à deux facteurs, à mon avis. Le premier, c'est qu'il n'y a pas une régulation claire, une législation claire dans nos pays pour promouvoir ces programmes de collaboration. Et finalement, on demande que les diplômes octroyés internationalement doivent être validés. Deuxièmement, on n'a pas eu une vraie alliance pour promouvoir et financer ce type de programmes qui ont, à part le coût d'études qui sont subventionnés par les universités, les coûts de mobilité que les élèves doivent assumer. Donc, pour les universités, les programmes de double diplôme ont été plus stratégiques pour les universités parce que les élèves ont la possibilité d'avoir ce bénéfice sans l'obligation de le faire. En Colombie, par exemple, on a encouragé le double diplôme grâce au programme de diplôme double pour les ingénieurs avec la France et l'Allemagne qui ont offert des stimulus et de bourses pour les élèves. Mais c'était des programmes unilatéraux parce que les élèves étaient envoyés en Europe, mais il n'y avait pas une question bilatérale. Les programmes de double diplôme ont des bénéfices multiples. Ils maintiennent les programmes d'études à jour. Les leaders académiques des programmes peuvent participer. Elles permettent l'échange, la coopération dans divers fonds et ils sont aussi une garantie de qualité. En fait, les agences d'accréditation les considèrent et ils sont aussi une garantie de flexibilité. Ils enrichissent les salles de classe avec des élèves internationaux et ils encouragent des stratégies d'internationalisation et ils font en sorte que le programme devienne plus attrayant. Au-delà de tout cela, les programmes conjoints
favorise le dialogue entre les professeurs, entre les enseignants. Les programmes de double diplôme ou des diplômes conjoints sont, à mon avis, la démonstration la plus claire de confiance en la qualité, en termes de formation, les processus académiques, la recherche et le service social. C'est la manière dont les universités ont avancé vers un objectif perçu par plusieurs régions. C'est celui de l'intégration académique et la reconnaissance de la formation professionnelle. En outre, cette collaboration facilite le flux de personnes entre les nations et cela attire le talent humain qualifié. Par la consolidation de l'espace de coopération dans le Grand Caraïbe, on a dans l'Assemblée de doyens l'idée d'un premier programme conjoint en études de la Caraïbe, un programme interinstitutionnel des masters dans les Caraïbes, nommé par Hilary Benzos, la présidente de l'Université des Indes occidentales. La proposition approuvée de manière générale réalisée en Martinique en 2019 considère comme objectif de ce programme la formation de nouveaux leaders pour le développement durable dans la région qui connaissent profondément l'énorme richesse de notre région et qui comprennent sa complexité et en même temps qui encouragent des solutions pratiques pour les enjeux auxquels on fait face en termes de santé, pauvreté, genre, environnement et équité sociale, en favorisant la mobilité des élèves à travers la région caribéenne et la discussion large de tous les sujets d'intérêt pour la région. Et cela représente une opportunité très importante pour concrétiser notre rêve d'un seul Caraïbe. La création d'un programme de master conjoint est une opportunité unique pour connecter toute la région des Caraïbes au-delà de la fragmentation géographique. Ce programme a été conçu complètement de manière virtuelle. C'est un programme qui sera développé à travers une plateforme numérique commune où l'expérience de l'élève sera unique. Ce sera une expérience multilingue dans les 4 langues officielles de la Caraïbe, espagnol, anglais, français et créole. Ce sera une initiative interinstitutionnelle lidérée par plusieurs universités transdisciplinaires et flexibles avec plusieurs opportunités d'embauche dans l'avenir, dans 2 lignes, recherche et développement et professionnalisme et activités entrepreneuriales. Pour cette initiative, on a créé un comité de conception qui est dans la première phase. Les expériences des programmes conjoints d'université ont été très réussites et nous espérons d'aller de l'avant pour la concrétisation de cette proposition en 2021. La oportunidad de aprender de académicos, expertos y empresarios de toda la región para participar activamente en la sostenibilidad de una civilización caribeña. Entonces, amigos y amigas, con estos retos... Très bien, donc avec cette présentation, nous allons passer à la table ronde sur l'intégration régionale et nous avons la participation de Fred Reynaud de l'Université des Antilles en Guadeloupe et professeur Jessica Byron. Elle est la directrice de l'Institut de Relations internationales de l'Université des Antilles et Monsieur Nicolas Méliard de l'Association d'universités du Grupo Montevideo et la professeure Maria Guijarro Mata Garcia qui enseigne architecture et automatisation dans l'Universidad Complutense de Madrid et aussi appartient à un groupe de travail sur les degrés, les diplômes en Europe appelé Europa Working Group on the European Degree.
Nous avons 8 minutes chacun, donc nous allons contrôler les interventions. Je vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, nous allons commencer avec professeur Fred Reynon. Bonjour, professeur, c'est un plaisir de vous avoir ici. Si vous pouvez décrire le travail de l'Université des Antilles, le type de coopération et les stratégies que vous avez mises en place. Merci. Très bien. Alors, bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à cette première manifestation tout à fait intéressante. Alors, la question que vous me posez concerne bien sûr notre institution, son profil et comment elle développe des stratégies dans la Caraïbe. Alors, notre institution s'intitule Université des Antilles. Elle s'appelait avant Université des Antilles et de la Guyane. Après la rupture de la Guyane, elle couvre deux dépendances françaises dans la Caraïbe et développe des relations avec d'autres universités de la Caraïbe à travers des conventions, à travers une mobilité d'étudiants et d'enseignants. Alors, historiquement, notre université s'est longtemps tournée vers la France pour des raisons qu'on comprend, des raisons politiques. Aujourd'hui, nous avons une conception de la coopération, disons, sous forme de cercle concentrique. Et nous voulons que la Caraïbe, dans laquelle nous nous inscrivons géographiquement, nous voulons qu'elle soit le premier cercle de coopération. Alors, en plus de la mobilité que j'ai déjà signalée, nous développons une présence très active dans les institutions de la Caraïbe. Par exemple, nous présidons actuellement la CORPUCA, qui est la conférence des recteurs et présidents de l'Université de la Caraïbe. Alors, cette CORPUCA, cette conférence, elle est construite sous l'égide de l'AUF, Agence universitaire francophone. Mais cette CORPUCA ne comprend pas que les universités francophones, puisque en plus d'Haïti, en plus des Antilles françaises, il y a aussi des universités comme celle de Cuba, de République dominicaine, mais également l'Université des West Indies. Autre exemple d'implication et de stratégie dans la Caraïbe, c'est Myriam Moïse, tout simplement. Myriam Moïse, qui est universitaire de la Martinique et qui est depuis maintenant, je crois, plus de 2 ans, une secrétaire générale très active et très dynamique de l'Université Caraïbe. Et donc, nous participons activement aux institutions. Nous participons également aux principaux meetings, aux principales conférences, par exemple de la CSA, la conférence des études caribéennes. Il nous arrivait, à partir de ces conférences, de publier des ouvrages à partir des travaux de recherche des collègues. On a publié plusieurs ouvrages, et le dernier en date d'ailleurs est encore avec Myriam Moïse. Nous avons co-dirigé un ouvrage intitulé Transgression des frontières et recomposition des espaces dans la Caraïbe. Ce sont là des illustrations de notre présence, de notre participation qui est active, qui est continue et qui est déterminée dans la Caraïbe. Voilà ma proposition. Je n'ai pas fait les 8 minutes, j'ai fait moins de 8 minutes, je crois, mais voilà mon intervention. Merci beaucoup, professeur. Sans doute, ce que vous avez décrit est très intéressant. Maintenant, nous donnerons la parole à la professeure Jessica Byron, qui est très connue par ses activités de coopération académique. Vous avez la parole. Allez-y. Merci Madame la Présidente et merci aux panélistes. Je vous remercie de m'avoir invité à participer de cette discussion sur les programmes et les diplômes conjoints dans les universités. Tout d'abord, je vais parler sur l'Université des Antilles. C'est une université régionale publique. Il y a beaucoup des États et territoires des Caraïbes qui sont les détenteurs et ils
à ce moment-là, il y a 5 campus. 4 sont physiques en Jamaïque, en Trinidad et dans des autres pays. Et nous avons aussi un campus ouvert. Et cela fournit des cours courtes en ligne et aussi de manière présentielle pour des différents étudiants. Beaucoup de personnes ne peuvent pas aller et participer des classes en personne et donc nous avons ces options pour eux. Nous avons des différents programmes dans les différents établissements. L'Université des Antilles cherche d'être une université globale avec des racines dans les Caraïbes. Et le plan pour 2022 se connaît comme la stratégie triple A parce qu'il est sur la base de 3 piliers: accès, alignment en anglais, et tout cela inclut d'élargir l'accès à l'éducation et l'enseignement supérieur pour les personnes des Caraïbes à travers les options numériques et en ligne, et aussi dans un processus d'amélioration de la qualité et en train d'offrir des nouvelles opportunités pour nos étudiants. Les objectifs incluent d'améliorer l'état financier des universités aussi et d'assurer la durabilité du financement. Des objectifs additionnels, c'est de faire attention au sujet de la culture et de tenir en compte les besoins de la région et d'établir des partenariats avec le secteur industriel, le secteur commercial et aussi la société civile, les gouvernements et nos collaborateurs internationaux. En 2018 et 2019, l'Université des Antilles a participé dans le ranking de Times Higher Education et elle a été la position numéro 37 de toutes les universités de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et cette université cherche d'améliorer cette position toutes les années. Nous sommes très intéressés à internationaliser notre université davantage. Nous pouvons élargir l'offerte et aussi dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes et au-delà. Nous avons 3 établissements physiques qui ont seulement 7 à 10% de la registration des étudiants et d'étudiants d'autres pays. Et nous voulons élargir ce pourcentage. L'Université des Antilles a engagé dans des activités de coopération internationale avec des études à l'étranger et avec des programmes conjoints de recherche. Et dans les années récentes, des diplômes conjoints aussi. Nous avons soutenu l'objectif de l'internationalisation et cela a renforcé le développement des étudiants et a rendu nos programmes plus compétitifs. Dans quelques cas, ils ont généré encore de revenus et aussi ils ont établi plus de visibilité pour notre université. Dans le Royaume-Uni et l'Europe, nous avons des partenariats avec des différentes universités et aussi dans les Caraïbes francophones et plus récemment des initiatives en Asie, en Afrique et aussi dans des autres pays de l'Amérique latine. Pendant 8 ans, la coordinatrice de l'Université des Antilles a créé un programme tripartite de 5 ans, un BSc et MSc dans politique et coopération internationale. Cela a un partenariat avec Sciences Po de l'Université de Bordeaux, l'Université de Martinique et l'Université des Antilles en Jamaïque. Ce programme a été opératif pendant beaucoup d'années et
je crois que presque 100 personnes ont obtenu leur diplôme et la plupart d'entre eux sont en train de travailler dans des agences multilatérales, des ONG et des entreprises privées. Un autre exemple de programme conjoint inclut un programme de 4 ans spécialisé en software et l'Institut global de technologie en Chine a commencé à travailler avec ce programme à Barbade et Jamaïque dans les dernières 2 années ont aussi montré un intérêt dans ce programme. Nous avons approuvé un programme à Londres avec aussi une université en Allemande en 2019 et aussi dans le processus de développer 2 programmes conjoints en Afrique avec l'université de Johannesburg et l'université du Ghana. Ces 2 programmes peut-être ne vont pas se développer maintenant à cause de la pandémie, mais il y a eu beaucoup de propositions pour la coopération universitaire avec beaucoup de programmes en ligne pour surmonter les défis posés par la pandémie et aussi des autres restrictions économiques et des frontières. Quelles sont les leçons que nous avons apprises dans notre expérience de diplôme conjoint? Tout d'abord, et je parle de mon expérience personnelle, le développement de programmes conjoints doit inclure des discussions sur les méthodes pédagogiques et les processus d'évaluation dans les universités qui participent de ces partenariats. Le plan d'études doit être très clairement décrit et cela doit s'adapter aux besoins des différentes institutions. Si nous avons un système GPA, par exemple, dans une institution et pas dans l'autre, le processus des notes sera plus compliqué pour la transcription des diplômes et des autres enjeux. Si les universités appartiennent à des zones linguistiques différentes, il y aura des barrières par rapport à la langue. Donc, nous avons créé peut-être un comité et ce comité ne va pas comprendre la communication des universités partenaires. Les coordinateurs, les intermédiaires auront beaucoup de travail par rapport à ces problèmes. L'éligibilité aussi. Par exemple, les étudiants doivent démontrer une capacité suffisante avec la langue dans laquelle ils vont apprendre s'ils vont voyager. Et le personnel académique doit être préparé pour donner à étudiants qui ont des problèmes avec la langue étrangère. Les institutions participantes doivent tenir en compte le mentorat des étudiants qui participent dans ces programmes parce qu'ils sont vulnérables. Ils peuvent expérimenter des différentes situations dans une situation qu'ils ne connaissent pas. Il y aura peut-être des maladies ou des autres situations d'urgence et le personnel universitaire devra répondre et aussi doivent tenir en compte le bien-être des étudiants. Donc, ces programmes doivent se focaliser sur les étudiants, mais aussi les professeurs doivent établir leur propre réseau de soutien et les étudiants doivent trouver ces réseaux autour d'eux. Les programmes vont mieux fonctionner si les coordonnateurs et les administrateurs des universités peuvent développer des relations solides et une bonne communication, une communication fréquente et régulière sur le progrès du programme. Ils peuvent résoudre les problèmes de cette manière plus tôt.
les méthodes de marketing doivent être solides aussi. Par exemple, pour aider à apprendre la langue étrangère et de maintenir des connexions très solides avec les écoles secondaires, par exemple, parce que de cette manière, ils peuvent savoir et connaître plus d'informations sur le programme. Nos programmes universitaires n'auront pas de succès si les écoles ne peuvent pas offrir l'éducation de qualité pour aider à ces candidats pour la prochaine étape de leur vie. C'est nécessaire aussi d'explorer des systèmes d'aide financière, de financement pour ces étudiants. Puis, les partenariats avec les gouvernements, le secteur privé est très important pour les bourses, pour pouvoir obtenir des bourses. Et finalement, nous devons avoir un contrôle et un mécanisme de sélection très strict pour choisir les étudiants qui vont participer de ces programmes, spécialement s'il y a des barrières par rapport à la langue ou s'ils doivent voyager d'un pays à l'autre. Et si nous devons faire en sorte qu'ils puissent avoir un niveau correct pour être acceptés dans le programme. Les applications par écrit doivent être accompagnées d'un entretien verbal pour connaître les candidats et pour voir s'ils sont des personnes qui pourront s'adapter à la situation. Ces programmes ne sont pas seulement sur la base de la question académique. Il y a beaucoup d'autres aspects qui doivent être tenus en compte. On doit aussi considérer la différente situation financière des étudiants universitaires qui participent des programmes conjoints et aussi les défis financiers auxquels ils doivent faire face. Dans un modèle ancien de coopération que nous connaissons et se baser sur un accord les étudiants payaient à leurs institutions dans leur pays. Et dans le programme, ils seulement payaient les choses qui étaient nécessaires pour vivre dans cet endroit. La plupart des universités sont préoccupées maintenant sur la génération de revenus et ils espèrent ils demandent aux étudiants de payer encore plus. Et il y a aussi à considérer les différents niveaux d'accès dans les différents pays parce que les institutions qui ont un financement de l'État ou qui reçoivent des subventions vont payer moins que celles qui doivent se financer eux-mêmes. Et probablement dans ce dernier cas, cela viendra des pays des revenus moyens ou hauts. Les programmes doivent considérer avec beaucoup d'attention toute cette barrière et obstacles auxquels ils vont faire face. Dans l'Université des Antilles, cela est un produit d'intégration régionale et nous avons trouvé que nos programmes ont renforcé l'intégration dans les Caraïbes, avec bien sûr nos partenaires dans les Caraïbes francophones, dans les Caraïbes qui parlent l'espagnol et bien sûr entre nous aussi parce que nous bien sûr encourageons nos étudiants pour peut-être voyager pendant 6 mois aux autres pays. Mais nous avons trouvé de plus en plus des obstacles. Je m'excuse, mais nous devons avancer. C'est très intéressant, mais nous devons avancer avec la table ronde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que les initiatives que vous avez décrites sont vraiment très intéressantes et je crois qu'ils décrivent des institutions et des expériences très intéressantes aux Caraïbes. Nicolas Maillard, maintenant, parlera sur l'association d'université Grupo Montevideo. Il va décrire
Nicolas va décrire cette association, l'évolution de cette association et comment ils ont développé des programmes conjoints universitaires. Je vais continuer à parler en anglais. Je pourrais parler en portugais, mais je pense que très peu d'entre vous me comprendrez. Je ne suis pas des Caraïbes, je ne suis pas caribéenne. Je travaille à Porto Alegre et j'habite au cœur de la géographie du Mercosur. C'est la région où la AUGM est à son siège. Donc, l'association d'universités Groupe Montevideo, AUGM, qui est maintenant collabore depuis plusieurs années, est un réseau de 40 universités publiques de 6 pays différents. Vous pouvez le voir sur la carte. La majorité des universités sont argentines ou brésiliennes, mais il y a un certain équilibre entre les deux pays parce que ce sont les pays les plus larges en termes de quantité d'universités, quantité d'élèves. Et nous avons la chance de pouvoir travailler avec des pays très différents les uns des autres, différentes régions et différents profils d'universités. Il y a quelques-unes des universités qui sont plutôt orientées à la recherche. Il y en a d'autres qui ne se concentrent pas tellement sur la recherche. En général, ce sont des universités publiques de l'État. C'est quelque chose de très important parce que ce sont des universités gratuites et toutes nos valeurs ont été discutées pendant la conférence régionale sur l'éducation supérieure célébrée, tenue à Cordoba en 2018. Nos valeurs sont sur l'intégration régionale. Nous visons la formation des professionnels efficients et surtout des citoyens responsables. Donc, nous avons un background commun entre toutes les universités. En termes de double diplôme, de programme de double diplôme, je crois que la base de nos institutions est très semblable à ce qui se passe dans les Caraïbes. Je dirais que nous avons été inspirés par deux concepts qui viennent d'Europe. Le premier, c'est des masters conjoints mentionnés par Patricia. C'est quelque chose qui est présent dans les 4 pays. Plusieurs de nos universités participent au programme de master conjoint avec l'Europe. Pourtant, comme Patricia vient de dire sur la Colombie, ces initiatives sont complètement lidérées par l'Europe. Elles sont financées par l'UE et nous ne pouvons pas devenir des leaders en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des initiatives dans la AUGM de création de master pour inviter les Européens pour qu'ils viennent avec nous ou à nos universités. La deuxième initiative mentionnée par Patricia et qui est aussi importante pour nous sont les accords que nous avons signés avec la France pour, par exemple, avec l'école d'ingénieurs, le Brésil et l'Argentine ont bénéficié de programmes qui s'appellent Grafitech ou Arfitech. Ce sont des programmes d'échange d'élèves de la diplomature d'ingénierie. Dans ces cas, le résultat a été le développement de programmes de double diplôme à niveau de l'ingénierie. En France et en Europe, c'est quelque chose d'équivalent au master. Dans nos pays, ce sont des baccalauréats. Donc, ce n'est pas un niveau de master pour nous au moins. Ce qui s'est passé dans les cas de la collaboration avec la France dans notre région, c'est que nous avons réussi à aller au-delà de la collaboration bilatérale avec la France. Quelques-unes de nos universités inspirées par ce modèle français ont commencé à développer le même type d'accord double diplôme entre les universités latino-américaines et les universités du Mercosur. C'est le cas, par exemple, c'est le premier cas, par exemple, d'un accord entre l'Université nationale du littoral et UFJS au Brésil.
Mais cette première initiative qui est vraiment réussite parce que on a le premier ensemble d'étudiants, des élèves qui ont obtenu leur diplôme il y a un an. Mais cette initiative a inspiré aux autres universités de faire la même chose et d'avoir une collaboration similaire entre notre université brésilienne et certaines universités argentines. L'idée est en train de voir un essor et l'idée, c'est de promouvoir des diplômes doubles parmi les universités latino-américaines. À niveau de master, ce que nous avons, au moins du point de vue du Brésil, ce n'est pas dans le cadre de diplômes conjoints ou doubles, mais il y a quelques universités reçoivent des fonds de campus pour travailler avec une institution de l'étranger et ainsi former un programme de master qui s'appelle Minter. Et nous avons eu plusieurs expériences entre, par exemple, l'Université de la República et en termes d'ingénierie, par exemple, dans le diplôme d'ingénierie. Donc, les universités brésiliennes envoient leurs enseignants pour renforcer les capacités des enseignants pour les cours de master. Donc, ce n'est pas un programme de diplôme double. Les compétences locales sont utilisées pour soutenir le programme de master. Donc, c'est plutôt comme une pépinière. Donc, il y a des universités qui se sont impliquées et il y a beaucoup de réseaux qui ont été formés pour la recherche. Après la phase de pépinière, nous avons par exemple des accords avec le Paraguay, la Colombie. La Colombie ne fait pas partie de la UEGM, mais quand même, nous avons signé des accords avec la Colombie. Nous avons également des décrets ou des diplômes conjoints à niveau de PH2. Je crois que c'est important de l'évoquer. À niveau de PhD, une question qui s'est posée au cœur de la UGM, c'est combien est-ce que le programme de double diplôme devrait être octroyé comme 2 diplômes ou un seul diplôme. Donc, est-ce que c'est équivalent à un PhD ou à 2 PhD? Donc, comment est-ce que l'on gère cette question? Nous avons bien sûr des évaluations nationales aussi et c'est quelque chose qui est lié à ça. Je crois que je suis arrivée à l'issue de temps. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire pour lancer le débat. Il y a quelqu'un qui avait posé une question dans le Q&A. Comment est-ce qu'on peut lancer ce type de programme? Notre expérience chez la UGM, c'est de mettre les gens en contact les uns avec les autres. Par exemple, les responsables des diplômes, les responsables des départements, ceux qui travaillent sur le programme d'études, parce qu'on doit aller au-delà de l'individu. C'est un processus plus complexe que cela. C'est plus comme contact direct entre deux enseignants. On, bien sûr, doit avoir des enseignants et des élèves qui veulent avoir ce type d'initiative, mais il faut comparer les programmes d'études, il faut trouver les équivalences, il faut s'impliquer en termes des schémas internes, en termes de programmes d'études. Il faut contacter les responsables des départements dans ces cas-là. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Patricia. Tu as la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que tu as bien complémenté
ton expérience sur la base de l'expérience du groupe de Montevideo et l'expérience brésilienne. Tu as complémenté les apports des enseignants des Caraïbes. Tu avais évoqué une question. Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que ce sont 2 diplômes ou un? Quelle est la valeur pour l'individu, pour les institutions de ces modes de double diplôme, de diplômes conjoints? Et je crois que aujourd'hui, on fait face à un défi parce que à cause de la pandémie et l'accélération de la transformation numérique a mis les institutions de l'éducation supérieure face aux besoins de faire la pari sur une science ouverte et s'éloigner des individualités, des programmes d'études, des départements isolés, des institutions d'éducation supérieure isolées. C'est quelque chose que les agences d'accréditation devront résoudre. C'est très intéressant si on le compare avec les initiatives présentées par le professeur Reynaud et les dynamiques de l'Université des Indes occidentales et les dynamiques du Cône Sud aussi. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Maria Guijarro et les professeurs. Bienvenue. Raconte-nous l'histoire de la coopération régionale en Europe. C'est un saut exponentiel du sud vers l'Espagne. Et comment cela est devenu une priorité, le rôle que tout ça joue à niveau de la stratégie de collaboration interrégionale. Bien. Bonjour. Bonsoir. Je voulais vous remercier de m'avoir donné la possibilité d'être ici, de vous écouter, d'écouter les développements et les partenariats que vous essayez de lancer. Je représente l'Université Complutense de Madrid. Je suppose que vous la connaissez déjà. C'est la 3e université la plus large en Europe d'enseignement en face à face. Parce que j'ai écouté que les intervenants ont parlé de l'enseignement en ligne. Moi, je vais parler des partenariats que nous avons ici, depuis le point de vue de l'Université Complutense. Nous sommes une université de face à face. Nous soutenons l'enseignement en face à face parce que c'est notre destin, c'est notre vocation. Et pendant la pandémie, on a continué à donner des classes en face à face. Bien sûr, on a été très soigneux des protocoles et des gestes barrières, mais on continue avec le face à face. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 degrés au diplôme et plus de 10 diplômes doubles. Dans les 26 facultés que nous avons dans l'Université Complutense, ces doubles diplômes ont lieu avec des universités européennes et aussi avec des universités, par exemple dans l'Université Complutense et avec d'autres universités espagnoles. Nous avons des diplômes, par exemple, plus de 160 diplômes de première étape universitaire. Nous avons plusieurs collaborations avec des universités partout dans le monde, de l'Europe, l'Amérique latine. Nous avons des programmes de doctorat conjoints, plus de 58 J'évoque les chiffres. Nous avons fermé la carte des diplômes pour 2020-2021, mais il y a une dynamique assez mouvementée parce qu'il y a des diplômes qui sont créés, d'autres qui disparaissent, etc. Donc, c'est une carte très dynamique qui change selon les besoins et selon l'offre. Nous avons l'école complutense latino-américaine qui se lie avec l'université de Guadalajara au Mexique. Nous avons un accord avec nous avons une participation dans le conseil de doyens. Nous avons établi la création de l'école complutense africaine pour la première édition qui va se développer en Guinée équatoriale. Donc, qu'est-ce que je vais transmettre avec mes mots? Nous sommes très engagés au partenariat, aux collaborations et nous sommes engagés à avoir des diplômes
dans nos universités, mais aussi pour des diplômes doubles ou conjoints. Je voudrais parler du partenariat Una Europa, une Europe. Il y a 41 partenariats européens. Depuis l'UE, on a fait les paris sur la création de partenariats pour la création de nouveaux diplômes qui n'appartiennent pas à une seule institution, mais qui appartiennent à ce partenariat. Chez l'Université Complutense, nous participons à un partenariat qui s'appelle Une Europa, ou Una Europa. Nous participons à un projet qui s'appelle One Europe. Une Europe, c'est le nom du projet. Et dans ce partenariat, nous sommes en train de concevoir un diplôme. Je viens d'une réunion d'Une Europe pour définir les lignes stratégiques de ce diplôme conjoint en études européennes qui seront créées à travers un partenariat. 4 universités de ce partenariat commenceront à offrir ce diplôme à partir de 2023. Bien sûr qu'il faut surmonter des obstacles parce que chacune des 4 universités doit faire face à ses propres restrictions. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des classes en face à face. Il y a une partie qui est semi-face à face. En temps de pandémie, bien sûr, on peut tout complémenter avec les classes en ligne, mais je devrais souligner que l'Université Complutense est en face à face. Nous soulignons l'importance de ce type d'enseignants. Les diplômes que nous concevons avec la Bologne ou la Cracovie, par exemple, ce sont des diplômes où l'élève commence à faire son cours dans son université d'origine et pendant les 3 ans de son cours, il va voyager, il va se déplacer. Ce n'est pas la même initiative que un monde, mais c'est dans la même ligne du programme Erasmus, un monde et je vais continuer à décrire nos initiatives. Dans l'Université Complutense, nous avons une expérience favorable. Aujourd'hui, en 2020, même pendant la pandémie, on a décidé d'ouvrir les portes de l'Université Complutense africaine et nous croyons à tout cela parce que nous croyons que l'union et la diversité et le fait de connaître ce qui se passe ailleurs est très enrichissant pour nous et pour les chercheurs et aussi pour les élèves. Ce sont les élèves qui vont se nourrir à partir de cette connaissance et la connaissance est diverse. Ce n'est pas ancré à un lieu spécifiquement. Donc, voilà ma présentation comme retour pour ce que vous venez de présenter. Merci beaucoup, Maria. Je crois que tu as apporté des éléments très intéressants au débat. Nous avons déjà entendu les 4 panélistes. Donc, j'ai des questions pour la professeure Jessica et pour le professeur Reynaud. Quelles sont vos impressions de ces modèles de coopération qui ont été présentés par Nicolas de l'association d'universités du groupe de Montevideo, la AEGM, et quelles décisions est-ce que les universités des Caraïbes peuvent prendre à partir de cette expérience? Qui commence? Okay. Allez-y, professeur Reynaud. Très bien. Alors, moi après avoir entendu ces 2 dernières interventions, j'ai envie de revenir sur une expérience de master conjoint qui a été présentée par Jessica et qui implique West Indies et Antilles françaises. Il me semble que ce qui a été dit dans les 2 dernières interventions ont des points communs avec nous. Il y a la question, par exemple, de la conception même du master, présentiel ou virtuel. C'est ce que disait la collègue espagnole qui a choisi le face-à-face. Alors, indépendamment de la pandémie, je pense que la question se pose. Et c'est vrai que l'expérience que nous avons d'un diplôme en sciences politiques, un diplôme conjoint avec West Indies et Bordeaux est intéressant parce que les étudiants vont sur les 3 sites. Il y a 3 universités
les étudiants passent une année sur chaque site. C'est intéressant, mais le problème que ça pose, c'est le problème du financement, le problème du coût. Ça coûte cher. La solution que nous avons trouvée, qui est récente, c'est qu'il y a la possibilité par des programmes Interreg, programmes européens, de trouver des bourses. Alors, pour le moment, notre expérience nous montre que le programme Interreg est limité à un espace de coopération qui est insulaire, qui est Caraïbe, mais à partir de l'année prochaine, il va s'ouvrir à la Grande Caraïbe et pourra concerner tous les pays comme la Colombie ou tous les pays qui sont de la Grande Caraïbe. Donc, voilà un programme intéressant, à mon avis, qui pourrait répondre au problème fondamental du financement que nous rencontrons tous. Hein. La question du financement par la coopération européenne peut être intéressante. Troisième point, le dernier. Dans les interventions précédentes, la question a été posée de la délivrance du diplôme. Quel diplôme on délivre aux étudiants? 1, 2 ou combien de diplômes? Alors, dans le cas, l'exemple qui a été cité par Jessica et qui nous concerne, les 3 universités, sur le principe, ont décidé d'accorder leur master, chaque master aux étudiants. Donc, ils ont 3 diplômes à la fin du parcours. Donc, voilà les éléments que m'inspire ce qui a été dit. Il y a des questions qui nous sont communes, il y a des réponses que nous avons déjà abordées à ces questions. Profesora Jessica, ¿cuáles son tus impresiones de estos modelos de cooperación? Yes. Jessica, si vous pouvez raconter vos impressions et votre opinion. Oui, je vais ajouter quelque chose à ce que Fred vient de dire. Je pense que ces 3 diplômes, c'est très utile pour les étudiants parce que cela leur permet de rentrer dans des 3 marchés de travail de manière plus facile que sans ces 3 diplômes. Donc, ça, c'est très important. Une autre chose que je voudrais dire, un autre commentaire sur ce que Nicolas Maillard a dit. Je pense que nous avons des expériences similaires. Bien sûr, mon expérience est un peu plus limitée, mais c'est vrai que lorsque nous avons des diplômes conjoints, l'initiative a une haute probabilité d'être dirigée par l'université la plus forte. Donc, si nous avons une université européenne avec une stratégie très solide de coopération et d'expansion, probablement sera le partenaire qui aura la plus grande influence dans le programme. Mais cela n'est pas nécessairement quelque chose de bon ou de mauvais, c'est seulement la réalité. Et les partenaires doivent travailler ensemble pour se bénéficier de cette situation. Et il y a une chose que Nicolas a dit sur le rôle de Brésil dans le renforcement de capacité. Aux Caraïbes et dans l'université West Indies, nous avons peut-être une situation similaire et l'UWI a fait beaucoup de travail pour développer des programmes à Botswana de médecine et peut-être avec le Ghana à ce moment-là. Et il y a eu un processus similaire mais dans le contexte dans les universités du Commonwealth. Donc, nous avons une situation similaire. Finalement, je voulais faire un commentaire sur la présentation de Maria qui a été aussi très intéressante. Je pense que l'Universidad Complutense a réussi à développer des programmes conjoints et aussi dans la coopération internationale en général. Je connais quelques personnes dans les Caraïbes anglophones qui ont obtenu une maîtrise dans votre université. Et ce sont des personnes qui ne parlent pas l'espagnol. Ils ont appris l'espagnol et ils ont eu beaucoup de succès parce qu'ils ont pu compléter ces programmes et ces maîtrises dans l'Universidad Complutense.
Il y a eu une question dans le chat. Quelqu'un a demandé sur le financement et comment résoudre le problème du financement. Je pense que ça, c'est un problème qui continue et qui va continuer à exister. Et nous devons trouver des différentes solutions selon le contexte. Aux Caraïbes, on ne travaille pas seulement avec les gouvernements internationaux et aussi avec nos propres gouvernements, mais aussi nous cherchons le soutien du secteur privé. Par exemple, dans le même programme que nous partageons, filière intégrée avec Bordeaux et les Caraïbes françaises, il y a quelques entreprises françaises, par exemple, qui travaillent en Jamaïque, ont été très généreux et ont fourni des bourses pour quelques étudiants, surtout pour les premières années de leurs études. Je pense que Bouygues aussi a participé de cette initiative. Nous avons dû continuer à chercher de nouvelles solutions. Ça, c'est un problème qui va continuer à exister. Sans doute. Ça, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Jessica. C'est vrai, le problème du financement, c'est le centre parfois de toutes les choses. Et bien sûr, la collaboration entre l'université, l'État et la société, bien sûr, va faciliter la convergence de différentes sources de financement et qui puisse donner plus de dynamisme aux propositions. C'est pour cela que nous pensons aux Caraïbes et bien sûr, les recteurs sont en train de penser à demander des ressources des fondations, des ONG aussi et bien sûr des entreprises pour le financement. Merci. Nous avons Nicolas aussi, Nicolas Maillard, dans ce panel avec l'expérience du Sud. Peut-être vous pouvez décrire vos impressions sur la dynamique qu'on observe aux Caraïbes et aussi votre opinion sur ce que Maria a décrit de l'Europe. Je vais répondre sur les alliances en Europe et le cas de l'Europe. Je suis vraiment surpris avec les mouvements qui sont en train de commencer parce que quand je me suis rendu compte de l'existence de ces programmes, je ne pouvais pas le croire. Et puis, j'ai connu les programmes comme celui que Maria a décrit. Et c'est très intéressant, vraiment. Mais quand même, pour nous, ça nous inspire, mais aussi, c'est comme un horizon et en Amérique du Sud, c'est un horizon qui est très loin de nos objectifs. Nous sommes très loin de pouvoir intégrer les universités à ce niveau-là. C'est pour cela que c'est très important d'en parler. En Europe, l'enseignement supérieur est dirigé par les politiques pendant 30 ou 40 ans. Et en Amérique latine, je ne vais pas parler des Caraïbes parce que je ne connais pas très bien, mais en Amérique latine, le niveau, au niveau de l'université et des associations universitaires, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous sommes très loin de pouvoir intégrer les États et les politiques des États au niveau international. Et bien sûr, le problème du financement, ça fait très difficile l'intégration des universités. Et cela, c'est pas seulement que les États ne nous aident pas. C'est encore pire parce que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans les autorités et nos présidents dans cette région, beaucoup de changements. C'est une situation bouleversée et je peux dire que peut-être il semble que nous travaillons, nous sommes confrontés à nos gouvernements et c'est très difficile d'approuver les ministères. Par exemple, les ministères d'éducation, au moins, ils n'aident pas, mais dans quelques cas, c'est encore pire et ils posent des obstacles. Donc, pour moi, c'est une inspiration d'apprendre sur ces cas. Je crois que nous devons inspirer
nos gouvernements pour qu'ils puissent comprendre l'influence positive pour nos étudiants, si on peut aligner les politiques entre les différents pays, et puis nous pourrons trouver du financement, nous aurons des lois nationales qui sont compatibles avec ces programmes, et peut-être dans cette situation, les universités pourront avancer à un rythme plus rapide pour vraiment atteindre ces buts et pouvoir offrir ce type d'activité. Ça, c'est mon commentaire. Merci. Merci. Maria, tu as la parole parce que c'est vrai, il y a beaucoup de... Peut-être tu peux partager ton avis du point de vue de l'Europe. Je sais que c'est un processus très long qui prend beaucoup de temps, oui, avant de l'Université de Bologne. Donc, si nous regardons le passé et si nous analysons toutes ces expériences, quel serait ton conseil pour pouvoir surmonter les obstacles que nous trouvons dans la région? Bon, tout d'abord, j'ai pris note de tous les commentaires et c'est vrai que l'alliance, c'est vrai que dans une alliance, le partenaire le plus fort parfois peut être un peu considéré ce qui dirige l'activité. En Europe, je suis en train de développer les programmes, les diplômes, je ne sais pas, études européennes, durabilité. Bon, cela va augmenter et croître, bien sûr, et se développer davantage. Mais c'est vrai que cela est important pour les étudiants et c'est vrai que nous ne donnons pas des diplômes, des différents diplômes. C'est comme un seul diplôme avec des différentes signatures, oui. Mais dans notre association, il n'y a pas un accord, il n'y a pas un partenaire plus fort dans notre situation. Et cela, c'est pour répondre un peu à ce que Nicolas a dit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous avons des agences d'assurance qualité. Et dans la communauté de Madrid, nous avons une agence d'assurance qualité qui valide les diplômes. Mais aussi au niveau de l'État, au niveau de l'Espagne comme pays, nous avons un ministère des universités. Dans ce nouveau gouvernement, nous avons un ministère des universités, mais cela n'était pas le cas dans le passé. Il y avait un ministère de sciences et innovation, par exemple, pas même un ministère d'éducation. Mais comme Nicolas a dit, ça c'est un problème. Quand on doit inclure la politique dans nos affaires, cela se complique. Oui, les choses se compliquent et nous dépendons de la situation politique de chaque pays. Quand même, cela ne dépend pas de nos besoins. Cela dépend du besoin de l'Union européenne qui établit que les diplômes doivent être validés par une accréditation qualité. Et on l'appelle de cette manière ici. Je ne sais pas si vous avez une situation similaire. Et ce que nous devons faire en Espagne pour obtenir cette accréditation, ce n'est pas la même qu'en Bologne. Là-bas, ils ont un certain numéro d'examens pour chaque diplôme et nous n'avons pas la même quantité d'examens, par exemple. Donc, il y a des différences petites, mais peut-être vont faire beaucoup de différence parce que quand les étudiants viennent en Espagne, nous ne pourrons pas donner plus d'examens que cela qui est établi parce que sinon, en Bologne, ils ne vont pas valider ce diplôme conjoint. Donc, ces agences d'évaluation de la qualité établissent les règles dans un certain aspect. Dans les alliances aussi, il y a des cas qui ne doivent pas présenter cette information auprès d'une agence nationale, mais une agence au niveau européen. Et donc, là-bas, ils vont ramasser tous les besoins ensemble pour pouvoir atteindre les buts de qualité. À ce moment-là,
dans l'université, il y a une nouvelle loi qui établit que nous devons tenir en compte, par exemple, le fait que l'Alliance établit un besoin de crédit, un certain nombre de crédits, 183. Et il y a une nouvelle loi qui établit 240 crédits. Et il y a déjà le problème des alliances, mais nous devons nous ouvrir et nous ne pouvons pas rester seulement avec une alliance européenne. Et le problème des crédits, 180, 240, je vais rester dehors les alliances. Donc, tout le temps, et comme Nicolas a dit, nous sommes tout le temps en train de nous battre et de trouver des solutions. Et pour vraiment pouvoir bénéficier nos étudiants, parce que ça, c'est le but que nous avons, nous tous, oui. Les étudiants sont la base du futur de notre pays, de nos régions, et ils vont maintenir les connaissances actives. Si nous perdons ça, on va perdre tout ce que nous avons développé pendant les années. Et puis, Jessica a parlé sur les maîtrises en Espagne dans le Complutense, Universidad Complutense. Les maîtrises, en général, nous donnons les programmes en anglais et en espagnol. Par exemple, si tu as trois groupes en espagnol et l'un des groupes est en anglais. Cela, c'est pour faire en sorte qu'ils puissent prendre les cours ici en Espagne, mais à une échelle internationale. Espagnol et anglais, dans notre cas. Et c'est vrai que nous avons des diplômes qui reçoivent beaucoup de personnes de l'étranger. Par exemple, si nous avons des personnes de l'Asie, ils doivent valider le sujet de la langue. Ils doivent pouvoir parler la langue parce que sinon, ils pourront pas apprendre, ils ne pourront pas vraiment obtenir l'information. Mais quand même, notre lutte, c'est toujours pour ouvrir et élargir les options. La plupart sont des étudiants de l'Espagne, bien sûr, parce que le fait d'avoir une université face à face ou en personne, bien sûr, nous sommes à Madrid et nous avons nos établissements, nos bâtiments ici à Madrid et les étudiants doivent être ici. Donc, nous ne pouvons pas élargir l'offerte à toutes les personnes que nous voudrons. Et je pense qu'avec cela, j'ai répondu à toutes les interventions. Nous avons ici un commentaire de Ramon Torrente pour tous les panélistes. Et il dit que nous devons faire une différence très claire entre les diplômes conjoints et les diplômes doubles ou triples. Oui, que ce sont des choses très différentes parce que les diplômes conjoints sont une chose très intéressante, mais ils peuvent devenir un instrument difficile par rapport aux qualifications professionnelles. Les diplômes conjoints doivent respecter des différentes régulations au niveau national et cela fait un peu difficile le processus dans le cadre de l'Europe. Et il ajoute que la seule vraie possibilité, ce sont les diplômes doubles, triples ou quadruples qui sont donnés à tous les participants de l'université selon les régulations et les règles de chaque pays. Je ne sais pas si les participants veulent répondre. En Espagne, ce n'est pas comme ça, mais peut-être c'est différent. Dans des autres parties du monde, les deux modalités fonctionnent très bien en Espagne. Elisabeth Colucci, peut-être vous pouvez partager les questions
qui ont été posées sur le chat pour que nos panélistes puissent répondre. Merci Patricia. Je suis en train de surveiller les Q&A. Il y a quelques questions, mais quelques panélistes m'ont déjà répondu. En général, la tendance, ce sont les questions qui viennent de tout le monde. Donc, nous avons des participants en Afrique. Il y a une question de l'Afrique du Sud. Il y a une question de Georgia. Il y a une question de différentes parties du monde. Cela, je pense que démontre le niveau international de cet événement. Il y a une question qui verse sur les partenariats. Et il demande comment on peut identifier les partenariats les plus adéquats pour développer des programmes conjoints. C'est comme une question de, oui, si tout d'abord on fait le partenariat et puis on crée un programme double, ou si tout d'abord nous avons la volonté de créer un programme double et puis on doit identifier le partenaire le plus adéquat pour vraiment pouvoir résoudre les barrières de régulation. Donc, le développement de partenariats et puis une question sur l'admission et le développement de programmes conjoints. Lorsque nous décidons comme programme conjoint, comment est-ce qu'on va décider qui peut participer, quelles sont les demandes et quelles sont les qualifications des étudiants, les exigences, oui, quelles sont les exigences pour ces étudiants. Peut-être c'est différent dans de différents systèmes où il y a des différentes exigences pour une maîtrise, pour un doctorat, etc. Donc, ça, ce sont les deux questions que j'ai identifiées du Q&A. Si les panélistes peuvent répondre. Profesora Jessica, veo que Jessica, vous avez la parole. Merci. Je voudrais répondre quelque chose de très court sur le partenariat. Je pense que les partenariats et les programmes conjoints ont des différentes modalités. De l'une part, l'université devra établir les priorités. Donc, quels sont les sujets où un diplôme conjoint pourrait renforcer les produits de la recherche ou serait utile pour les objectifs de développement de ce pays ou de leur communauté. Mais aussi, on va trouver des cas où peut-être les propositions viennent des partenaires. Ils viennent directement des possibles partenaires. Et peut-être ils proposent des partenariats qui vont très bien. Mais il y a des autres cas où les partenaires ne pourront pas ou n'auront pas la capacité de faire marcher ce partenariat. Et dans ce cas, on doit trouver un autre partenaire. Nous savons quand même qu'il s'agit de collaboration académique. Ça, c'est la base de tout travail de partenariat qui sera ou qui aura du succès. Donc, les initiatives dépendront de la force académique, des propositions solides. Et dans la plupart des cas, cela viendra des personnes qui travaillent dans une certaine spécialisation ou peut-être une histoire de collaboration, qui déjà connaissent comment ça marche et qui peut-être peuvent proposer un partenariat, un programme conjoint, et cela va marcher bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'engagement correct pour que ça marche et ils
peuvent fournir ce soutien volontiers. Et cela sera un ingrédient essentiel, mais c'est pas seulement l'administration, mais c'est aussi comment nous, comme académiques, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire en tant qu'académiques pour construire et renforcer les capacités dans nos institutions pour aider nos étudiants. Merci. Ça, c'est tout. Est-ce que l'on a d'autres panélistes, professeur Renaud et Nicolas, Oui. Maria? Alors, oui, je veux dire deux mots rapides. Moi, je pense que le partenariat dépend d'abord de l'offre que nous avons et nous pensons que cette offre peut être valorisée par ce partenariat. Si on estime que l'offre existante peut être valorisée par du partenariat, on va faire du partenariat. Donc, ça dépend d'abord de l'offre disponible. Et ensuite, ça dépend aussi, d'après notre expérience, ça dépend de la volonté de créer d'autres diplômes. Et on peut penser que cette création de nouveaux diplômes peut passer par la recherche de partenaires, là encore, pour valoriser le diplôme créé. Donc, dans les deux cas, il y a toujours l'idée que le diplôme que l'on a ou que l'on veut créer sera valorisé par l'apport de partenaires. Voilà. Así es. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je pense que une autre question à ajouter dans la liste des partenariats, des initiatives de partenariat qui est commune aux universités de Mercosur et des Caraïbes, les deux associations participent déjà activement à l'intégration régionale dans le but de construire des programmes conjoints, qui est quelque chose de très important au moment de travailler sur des questions communes à niveau régional. Un exemple, par exemple, ce diplôme conjoint que j'ai mentionné entre une université argentine et une brésilienne est sur ingénierie hydraulique. Ce n'est pas par hasard que c'est comme ça, c'est parce que les deux universités sont proches à un fleuve gigantesque, un bassin énorme, celle du Rio de la Plata. Donc, les élèves qui sont dans la région connaissent déjà qu'il faut travailler sur des systèmes hydrauliques assez larges. Donc, dans un premier temps, il y avait une question commune, c'était celle de former les professionnels. Et puis, il y avait cette thématique commune, cette idée d'intégrer les activités régionales, les diplômes régionaux, pour avoir un seul centre d'information pour les élèves. Donc, je pense que c'est important aussi de penser aux diplômes conjoints par rapport à la recherche conjointe à travers l'intégration régionale. J'invite les intervenants pour qu'ils révisent la section des questions-réponses sur votre écran Zoom. Il y a quelques commentaires très intéressants. Il y a des mots de remerciement pour les présentations et le dialogue. Il y a aussi une question, quelles possibilités et sous quelles conditions est-ce que l'on pourrait lancer des relations pour travailler sur des diplômes conjoints entre l'Université Complutense et l'Université d'Honduras ou entre Montevideo et la UNA, par exemple, avec qui est-ce que l'on peut lancer la conversation? Donc, c'est à chacun de vous de répondre à ces questions. Peut-être Nicolas, Maria, vous pourrez y répondre directement ici. D'accord. En premier lieu, je voulais partager
le type des diplômes des partenariats, je ne sais pas si c'est quelque chose d'utile. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va contribuer à faire son apport. Je pense que oui. Je pense que les diplômes que nous avons définis dans le cadre de partenariat sont des diplômes tout à fait nouveaux. Ce ne sont pas des diplômes déjà enseignés dans l'université de Bologne, de Berlin, de Paris ou de Madrid, parce que nous travaillons avec l'université, avec la Sorbonne. Ce sont des diplômes tout à fait nouveaux. Donc, c'est quelque chose que nous développons de zéro et nous le lançons. C'est sur la base de l'étude des besoins de l'Europe et des pays qui intègrent l'Europe. Quels diplômes seront utiles et qui n'existent pas aujourd'hui dans notre offre? Parce que clairement, le titre, le diplôme d'études européennes peuvent exister ailleurs, mais pas dans le partenariat, dans le sein du partenariat. C'est quelque chose de très positif et c'est un sujet qui a pris son temps de définir dans le partenariat. Nous n'allons pas offrir un diplôme qui existe déjà dans nos universités. Et clairement, je voudrais souligner ce que Nicolas vient de dire, qui est quelque chose de très important dans le partenariat de One Europe, le projet Une Europe. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir un diplôme européen. Je suis ici comme représentante de l'Université Complutense et je suis consultatrice du département d'études. Je parle des diplômes, mais ce partenariat, à part les diplômes qu'elle offre, il y a un diplôme de doctorat et il y a des partenariats pour la recherche parce que nous ne pouvons pas considérer l'enseignement université si ce n'est pas lié à une recherche de base, parce que sinon, nous pourrions perdre l'élargissement de la connaissance. Donc, nous le posons toujours avec des accords pour la recherche, pour que les enseignants, chercheurs, ainsi que les élèves de doctorat et des masters peuvent avoir des stages, faire des stages partout dans les centres. Et par rapport à comment je ne suis pas la vice-doyenne ici. Je travaille dans le bureau du vice-doyen, mais le vice-doyen de relations d'affaires internationales et le directeur d'études m'encourage au lancement de propositions. Donc, les deux offices ou les deux bureaux m'encouragent à faire ça. Je vais inclure les courriels le courriel électronique où vous devez envoyer vos suggestions, par exemple. Nous continuons à travailler et nous sommes ravis de continuer à travailler dans ce sens parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Merci Maria, merci Nicolas. Je pense que la question était adressée à toi aussi, à l'Union d'universités. Oui, c'est aussi, cela me donne l'occasion d'expliquer comment AUGM, comme association, n'a pas de pouvoir pour décider quels projets de diplôme double aborder. C'est quelque chose qui est décidé par les universités qui sont membres de l'association. Ce que nous pouvons développer dans l'association, c'est une cartographie de l'offre et la demande. Si un collègue d'une université exprime un certain intérêt, vous pouvez m'envoyer un courriel ou bien accéder au site Internet de l'association. Et là, nous essayerons de trouver une certaine coïncidence avec d'autres universités et voir quel parcours vous pouvez entreprendre ensemble. Je vais partager avec vous mon courriel électronique avec vous, mon mail, pour avoir un suivi, si vous voulez. Oui, et je voudrais demander à Maria et Nicolas, et quel type de rôle est-ce que l'association d'universités des Caraïbes pourrait jouer
au Préal, même avec l'équipe de Préal dans ce type de collaboration. Je ne sais pas si vous avez déjà identifié des possibilités ou des opportunités stratégiques pour avancer dans ce sens ou pour la proposition de cours des masters aussi. La proposition a été déjà présentée. C'est quelque chose qui vient de commencer à être construite. Donc, cette question des diplômes de double, triple, quadruple, ou d'où est-ce que les enseignants vont rentrer. Donc, les enseignements sont déjà apportés pour la discussion et je crois qu'avec vos apports, nous allons pouvoir aller de l'avant. Donc, comment est-ce que vous voyez les possibilités pour pour cette collaboration? Concernant l'Université Complutense, la collaboration avec autres associations d'universités des Caraïbes, j'étais sur le point d'écrire mon adresse mail. Nous pouvons voir si on peut avoir des diplômes conjoints, ce qui est l'option la plus facile. Je crois que c'est important de parler aux diplômes propres que nous avons ici à l'université qui nous appartiennent. Ce sont des diplômes de formation permanente. Ce sont des diplômes qui sont répandus partout dans le monde. Ça fait partie de notre offre et on pourrait considérer le lancement de quelques initiatives. Je vais noter l'adresse mail de deux directeurs. Ils sont déjà informés de cette situation et s'il y a une proposition, je serai au courant. Je vais continuer à être en contact avec vous et voir si il y a des possibilités. Le master que vous allez lancer, par exemple, et si vous avez des questions, si nous pouvons vous aider, le partenariat a été créé il y a 2 ans. C'est un partenariat tout jeune. Donc, nous espérons que une fois arrivé l'année 2022, nous commençons le cours académique pendant le mois de septembre. Donc, en espérant qu'en 2022, on aura la première année de ce nouveau diplôme. Mais il faut attendre. Maintenant, nous menons toutes les négociations et tous les accords qui sont impliqués. Je vais vous laisser mon adresse mail aussi, si jamais vous avez une question. Quand tu parles des diplômes propres qui appartiennent à l'université, c'est le diplôme initial ou est-ce que cela implique les écoles d'été? Parce que nous avons l'école latino-américaine d'été et ici à Cartagena, c'est une expérience vraiment magnifique. Oui, nous avons une école d'été de l'université Complutense et nous avons aussi les cours d'été. Et nous sommes sur le point de lancer le cours d'hiver, ce que nous appelons les cours d'hiver. Selon le monde, le pays du monde où vous habitez, ce serait une saison différente. Donc, pour prendre soin de toutes les parties, donc s'il y a quelqu'un qui est en vacances en janvier, février, mars, c'est le moment du cours académique. Peut-être que nous pouvons donner les cours pendant cet été-là, dans cet hémisphère, mais nous savons qu'en Europe, l'été, c'est en juin, juillet, août. Par rapport aux titres, aux diplômes propres, ce sont des masters, ce sont pour formation permanente, c'est pour quelqu'un qui a déjà un diplôme et qui veut se mettre au jour, qui veut étudier quelque chose. En général, ce sont des études qui sont liées au monde de l'entreprise. J'appartiens au monde, au domaine de l'intelligence artificielle. Je suis expert en informatique et mes classes sont orientées à cela. Et donc, ce sont des diplômes des personnes, par exemple, qui sont diplômées il y a 10 ans et qui veulent reprendre leurs études. Ce sont des diplômes non officiels parce que les diplômes officiels sont les diplômes initiaux, le master et le doctorat. Le reste, ce sont des compléments pour la formation. Donc, les diplômes
propres sont très ouverts parce que l'offre là-bas est une offre en ligne. On peut avoir accès au monde de l'entreprise de manière plus dynamique et plus enrichie. Merci. Elisabeth, je ne sais pas si on a davantage de questions. Nicolas, ¿quieres complementar también? Nicolas, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Tout simplement une idée de... Plusieurs participants ont mentionné l'AUF, l'Association universitaire francophone, pour d'excellentes raisons, évidemment, dans les Caraïbes, qui est très présente. Beaucoup d'universités de la UGM sont aussi membres de l'AUF parce elles ne sont pas francophones comme vous pouvez l'être, vous, parce que le français n'est pas langue officielle de l'Argentine, du Brésil, du Chili, etc. Mais il y a énormément de gens qui ont fait leurs études en France et qui travaillent et qui peuvent enseigner en français dans nos universités. Et on pourrait imaginer éventuellement des accords entre Universities Caribbean et des universités de la UGM en passant par la francophonie, ce qui peut paraître étrange pour collaborer entre nos régions, mais éventuellement avec peut-être des programmes de financement via l'AEF pour promouvoir de la mobilité et des accords de double diplôme. On est tous d'accord que l'un des facteurs limitants, c'est l'argent, c'est le coût, comme le disait Fred. Donc peut-être que si on pouvait passer par l'agence universitaire francophone pour avoir accès à des financements, éventuellement, ça pourrait permettre de commencer ne serait-ce qu'un programme pilote entre nous. C'était juste une idée qui m'est venue comme ça en écoutant les uns et les autres. Muy bien, muchas gracias. Aquí la doctora Miriam. Oui, merci. Myriam, est-ce que tu as un commentaire à partager? Vas-y. Merci, Patricia. Si tu me le permets, je voulais répondre à Nicolas et informer le public qu'en fait, l'Université Caraïbes a signé un accord avec l'AUF. AUF Caraïbes étant des partenaires les plus importants de l'Université Caraïbes. Et en ce moment, un master sur civilisation durable que Patricia a mentionné au début de sa présentation. Il s'agit d'un projet qui sera géré par l'Université Caraïbes avec AEF. Donc, nous invitons les universités pour qu'elles nous contactent et pour qu'ils nous rejoignent parce que les universités doivent être des membres des deux organisations, Université Caraïbes et en plus AEF pour pouvoir y participer. À niveau des universités palites, nous avons l'Université des Antilles, dans les Caraïbes, l'Université des Caraïbes, l'Université de l'Inde occidentale et l'Université de Puerto Rico. Merci beaucoup, Myriam. On a reçu aussi une question sur un doctorat avec une université latino-américaine et comment est-ce que vous avez géré ça à cause de son importance pour la recherche. L'Université Complutense a cette expérience, n'est-ce pas, Maria? Je ne sais pas si tu veux partager des expériences. Je sais que l'Université Complutense a des partenariats dans le cadre de doctorat. Je ne connais pas les détails de ces partenariats parce que sur la base de ce que j'ai demandé avant de me présenter à ce webinaire, ce sont des facs comme Sciences Po ou bien Humanité et c'est quelque chose qui n'est pas dans mon domaine de connaissances parce que chaque faculté est le propriétaire de son programme de doctorat et il s'agit de 26 facultés dans l'Université Complutense. Donc, je ne connais pas toutes les informations, mais si vous avez des questions,
J'ai mis sur le chat mon adresse mail et celui de vice-directeur. Et je peux demander au coordinateur de ces programmes de doctorat de la formation compétence pour pouvoir vous aider et faire en sorte que cela prenne de l'essor. Je pense que tu as mis ton adresse seulement adressée aux panélistes. Donc, il y a une option pour partager les données avec tout le monde, avec les panélistes et les participants aussi. D'accord? D'accord, je m'excuse. Porque el tiempo se va agotando. Si Nous allons quisiera. finaliser parce que nous sommes arrivés à l'issue du temps, mais je vais donner la parole à Fred et à Jessica pour savoir si après ce dialogue, vous avez identifié peut-être des nouvelles opportunités pour engager en coopération avec l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Europe et plutôt savoir comment nous pourrons vous donner du soutien et vous accompagner dans ces initiatives. Bon, si vous voulez, je vais bien commencer. Non, je pense que sur les coopérations possibles avec l'Amérique latine, je crois que par l'AUF, c'est possible. Il y a bien sûr ce que Myriam a précisé à travers l'Université Caraïbe. Il y a la COPUCA également qui est associée à l'AUF. Il me semble qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y a aussi des structures équivalentes. Et il y a aussi des universités françaises, ce qui pourrait faciliter les choses. Donc je crois que par le biais de l'AUF, effectivement, on peut tout à fait enclencher des coopérations. Le contexte est favorable, il y a plusieurs projets de master et je pense qu'on pourrait effectivement, à partir de l'AUF, envisager des masters. Magnifico. Professora Magnifique. Merci beaucoup. Jessica, vous avez la parole. Merci beaucoup. Sans doute, je pense qu'il y a des opportunités de plus en plus importantes pour la coopération. Dans mon institution, à part de collaborer avec les Caraïbes, nous appartenons à Claxo. Et je ne sais pas si nous sommes des membres de Claxo, mais nous avons beaucoup d'interactions avec eux. Et nous sommes ouverts et bien sûr, nous voulons développer ces partenariats et cette collaboration davantage. Ce matin, ça a été très intéressant d'apprendre sur l'expérience de Nicolas, de Maria, et je voudrais vraiment remercier à toutes et à tous parce que j'ai vraiment appris beaucoup de vos contributions et j'espère de continuer à collaborer avec vous tous dans le futur. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance avec les nouveaux projets que vous avez décrits. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jessica. Je pense que nous allons commencer la fermeture de cette séance. Je pense que les interventions ont été très intéressantes. Nous avons beaucoup appris des 4 panélistes. Ils ont parlé sur le leadership dans le contexte de l'éducation dans chaque région, avec les particularités de chaque région, de chaque endroit, et l'importance aussi de collaborer, de travailler ensemble dans des nouveaux programmes comme un moyen d'intégration régionale. Ce n'est pas seulement une question d'intégration dans chaque région, mais aussi une intégration globale. Et les différentes expériences de collaboration interuniversitaire avec les différents contextes, je pense que nous ont aidé à comprendre les possibles chemins pour arriver à cette intégration. Chaque région a sa propre histoire, bien sûr, et ils sont tous et toutes dans un moment différent de développement au niveau politique, bien sûr, et dans l'établissement de priorités. Chaque pays et chaque région a une situation différente. Mais ce sont ces différences qui vraiment nous aident à avancer et à apprécier cette diversité. Je voudrais vous remercier
beaucoup parce que vous avez fait des apports très significatifs. Je remercie aux universités et de la région des Caraïbes pour pouvoir atteindre ce programme interculturel qui est la maîtrise en civilisation durable dans les Caraïbes. Je pense que pour promouvoir ce programme, cette séance a été très importante parce que nous avons vraiment eu l'opportunité de partager nos expériences et cela va aider à la continuation de ce programme pour être un moyen de développement territorial. Et je voudrais, au nom de tous les représentants, je voudrais remercier à l'organisation, je voudrais remercier à Obreal Global, à Elisabeth Colucci, à son équipe, à Université Caraïbes, à Myriam et à tous les participants. Finalement, je vais donner la parole à Elisabeth, la directrice d'Obreal Global, pour qu'elle puisse faire la fermeture officielle de l'événement. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Je pense que vous avez fait un sommaire très intéressant et je vous remercie. Au nom d'Obreal Global, ça a été un plaisir. Je voudrais remercier aux panélistes, je voudrais remercier à Myriam, à Patricia et à tous les participants. J'espère d'avoir plus des événements où on peut parler davantage sur ces sujets si intéressants. Dans la dernière minute, nous avons eu une question sur des possibles partenariats entre les Caraïbes et l'Afrique. Et je pense que Jessica Byron a parlé sur cela un tout petit peu, mais je pense que nous pourrons en parler davantage. L'idée, c'est de construire des alliances à travers les océans et je pense que ça mérite une exploration. Je vais partager le vidéo de cette séance dans notre site web. Nous avons un autre événement la semaine prochaine sur sur les plateformes numériques pour l'éducation la semaine prochaine et j'espère de collaborer davantage avec vous tous dans l'avenir. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, ça dépend d'où vous êtes. Merci beaucoup et à la prochaine.